quand quelqu'un crée une académie, l'académie c'est, comment je peux dire ça, quelqu'un qui a une vision, qui prépare quelque chose pour demain. Donc c'est quelqu'un qui se fixe un objectif à un certain délai. Donc c'est quelqu'un qui va donc se déployer pour arriver à l'objectif et au délai. Donc, or nous sommes dans un pays où on ne veut pas encourager les gens qui font la projection, les gens qui se déploient en pensant à ce que demain, ou alors en se posant la question de savoir de quoi demain sera fait. C'est simplement cela. Bon, quand vous revenez d'une Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas si les gens font le point. Est-ce qu'on évalue ce qui s'est passé pour qu'éventuellement on anticipe sur ce qu'on devrait faire pour éviter les échecs. Bon, je prends la dernière qui s'est déroulée. Le Cameroun est revenu vainqueur. Et pour beaucoup de Camerounais, le Cameroun était la meilleure équipe d'Afrique. Et avec le meilleur entraîneur d'Afrique, très peu de Camerounais se posent des questions. Or, généralement, quand vous revenez d'une compétition comme celle-là, vous devez vous poser des questions pour ne pas être surpris à la prochaine occasion. Surtout la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, ou d'ailleurs, qu'est-ce qui a même marché. Parce que quand vous avez ce qui a marché, alors vous pouvez mener une politique pour anticiper et améliorer ce qui a marché dans vos points forts. Maintenant, sur vos points faibles, vous allez revenir pour faire les corrections nécessaires. Donc, on est dans un pays où les gens n'anticipent pas suffisamment. C'est un problème culturel. Si je vais prendre un autre exemple banal, mais ça c'est dans la vie au quotidien. Mais personne, quand vous dites aux gens souscrivez une police d'assurance parce que vous irez en retraite demain, laissons les autres sujets plus complexes, mais personne ne veut souscrire volontairement. C'est-à-dire que on vous y amène très souvent, on amène les gens de force, alors que c'est des choses qui, quand vous préparez votre retraite, c'est des choses que vous mettez en place. Généralement aussi, vous allez voir que le Camerounais vit au quotidien. Vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, et puis un an après, parce qu'il y a eu un petit incident, qui reviennent à zéro. Pourquoi? Parce que dans notre culture, tout ce que je dis là, c'est pour dire que c'est un problème culturel, c'est un problème, comment je peux dire ça, avec lequel nous vivons, nous ne savons pas anticiper. Nous ne savons pas anticiper. Vous allez voir que même pour les sélections, parfois pour sortir la sélection, c'est le dernier jour qu'on sort la sélection. Alors que chez les autres, les gens ont la sélection. Hein. C'est-à-dire qu'à 1 ou 2 jours près, l'entraîneur c'est déjà qui va convoquer. C'est au dernier jour, avant-dernier jour, qui se décide sur 1 ou 2 éléments qui restaient à compléter sur sa liste. Donc généralement ici, nous sommes dans un environnement où les gens ne veulent pas anticiper, un environnement où les gens fonctionnent au coup par coup. Et je crois que ça rentre dans ce que Ateba Yen appelait la politique de l'embuscade, la gouvernance par embuscade. Oui. C'est-à-dire que personne ne veut préparer, parce que quand vous préparez, il y aura forcément une traçabilité. Mais quand nous sommes à la dernière minute, tout le monde court dans tous les sens, et c'est là où il y aura des pertes d'argent, des pertes de... ainsi de suite. Donc, on fonctionne comme ça. Mais moi, je crois que ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors, Franck, moi, je reviens à vous. Je vais vous poser cette question simple. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas parler de certains intérêts que d'aucuns mettent au devant de la scène pour essayer de mettre en mal ce mouvement sportif? Parce qu'on parle du mouvement sportif aujourd'hui, on sait que les compétitions se préparent bien avant, on sait dans des pays sérieux, il y a des compétitions, je vais prendre par exemple les Jeux Olympiques. Une fois les Jeux Olympiques terminés, on commence à préparer les athlètes pour la prochaine compétition qui se situe pratiquement à une durée de 4 ans. Donc, on peut former des athlètes capables d'aller rivaliser d'adresse, ceux qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, au Cameroun, qu'est-ce qui peut véritablement constituer ce goulot d'étranglement? Moi, je pense que, comme M. Pinou disait tantôt, il faut qu'on revienne au niveau du cahier de travail pour regarder ce qu'on appelle la formation. Il faut regarder d'abord. Oublions qu'on a des athlètes qui sont un peu grands. Il faut qu'on laisse cela parce qu'ils sont déjà presque à leur retraite. Donc il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende à la base. Il faut qu'on descende à la base avec toute compétition, toutes les disciplines. On regarde à la base. Parce que c'est d'abord le premier problème du Cameroun. On ne regarde pas à la base, mais on veut le succès, on veut le réussir. Mais on ne veut pas construire, on ne veut pas former. C'est ça le véritable problème au Cameroun. Pour moi, je pense que si on peut d'abord fermer l'œil pour dire que non, d'ici 5 ans, 10 ans, on ne doit pas gagner, mais on doit préparer quelque chose qu'il faut pour gagner dans 10 ans. Je pense que le Cameroun sera un très très grand pays si on peut préparer
préparer tout au niveau de la base. Merci, hein, ça me donne l'occasion d'accueillir votre capitaine qui est également dans ce studio avec nous. Lui, il a tenu tout simplement à venir, en temps soit peu, répondre à quelques questions concernant également l'académie, puisque c'est vous qui l'avez placé à ce poste de meneur d'hommes. Alors, bonsoir capitaine et bienvenue dans ce studio. Yeah, good evening and good evening to all the Canal 24 viewers. Il faut dire que vous êtes les bienvenus dans ce studio. Tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer à nos téléspectateurs que nous avons également certaines personnes qui sont d'expression anglaise dans ce studio. Alors, quelle est l'ambiance qui règne au sein de F Football Academy? Yeah, as I can say, F Football Academy is something I like the word academy because in F Football Academy, you come there to, in fact, you come there to develop your talent. You see. Because when you go to many clubs, you go there, you see people, they want to take players that are already talented, that know how to play. But let me say something, when you come to F1 Football Academy, what you discover there, in fact, you'll be very, very surprised. Because in F1 Football Academy, when you come there, they will let you discover the talent in you. You see, they will let you discover the talent in you. Because let me not lie to you, Paul, since I came to F1 Football Academy, I've known things that I don't even know how to say it. Ok, merci. Il faut comprendre que c'est beaucoup d'ambiance de ce côté-là. Ça joue véritablement sérieux avec le concours de monsieur Franck Galim qui a mis sur pied cette académie qui prend donc en charge tous ces jeunes-là qui rêvent de faire carrière dans le football. Raison pour laquelle il est toujours entouré de ceux-là qui ont pour ambition de devenir des footballeurs de demain. Alors, Pinon, vous avez suivi tout à l'heure ce jeune footballeur en herbe qui est donc en train d'effectuer ses premiers pas dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement compter sur cette jeunesse avec l'appui de ceux qui dirigent le football aujourd'hui? Bon, on devrait compter. Honnêtement, je crois que les gens se sont détournés de ce qu'ils doivent faire. C'est ça qui nous fait beaucoup parler. Vous savez que le Cameroun, c'est une nation qui a toujours eu des jeunes de qualité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la promotion des jeunes de qualité qui nous a souvent fait avoir les meilleures équipes. C'est-à-dire que l'équipe qui joue en 1984, c'est une équipe qui est née des juniors de 1981. Certains, en tout cas, ont émergé. D'autres vont émerger un peu plus tard et vont faire les Coupes des Nations 86, 88 jusqu'à la Coupe du Monde 1990. C'est comme ça que les générations se mettent en place. Il faut dire que l'équipe qui fait 86, donc l'équipe de Claude Roy qui fait la Coupe d'Afrique au Caire, qui fait la Coupe d'Afrique au Maroc en 88 et qui finit en Coupe du Monde, c'est-à-dire avec Nepomniachtchi et tout, cette équipe-là, c'est aussi, donc combiné aux gens de 1981, vous ajoutez ceux qui ont fait les espoirs en 1985, donc les François Mambiik, Kanabik et tous ces autres-là qui sont entrés en équipe nationale, Mbungu Emile, qui entre en équipe nationale à l'arrivée de Claude Roy. Donc c'est une génération qu'on a vu venir et qui est arrivée au sommet en 1990. C'est pour ça que c'est facilement compréhensible qu'en 1992, le Cameroun sombre parce qu'il n'y a pas eu une génération qui se mette en place entre-temps. Mais vous allez donc observer que l'équipe de Jean Manga Ongene en 1993, les juniors de 1993, avec les Kalankongo, les Marc-Vivien Foué, les Zomba Anak et tout, cette équipe-là commence à se mettre en place en 1994. Ils sont encore très jeunes. Et en 1996, ils montent d'un cran avec les Pierre Womé et ainsi de suite qui rentrent aussi. En 1998, en Coupe du Monde, vous voyez une grande équipe qui arrive. Quand vous voyez la grande équipe, il faut toujours se poser la question, la grande équipe sort d'où? C'est cette grande équipe donc qui fait 2000, gagne la Coupe d'Afrique des Nations, gagne en 2002, qui gagne les Jeux Olympiques, c'est la même au Satur qui fait ces résultats. Maintenant, entre-temps, il n'y a pas eu de relève. Et vous allez remarquer que l'équipe qui va jouer la Coupe d'Afrique 2008, qui fait la finale contre l'Égypte en 2008, c'est l'équipe que nous avons vue en 2003 au championnat du monde des cadets, avec les Alexandre Song, les Landry Guémon et les Stéphane Bia et tous ces gars de cette génération-là. C'est donc eux qui arrivent à maturiser en 2008 et qui peuvent donner, qui risquent de donner le trophée au Cameroun. Donc les gens, quand on voit les résultats du Cameroun, très souvent c'est des résultats qui ont souvent été pensés. On ne peut pas dire que ce soit le cas maintenant.
Parce que depuis à peu près 2000, les gens ont démissionné de la mission qui est celle de la formation, de l'encadrement de la jeunesse pour amener cette jeunesse-là vers le sommet. Donc, on est plus dans les affaires d'argent. Il faut bien remarquer que c'est depuis 2000, depuis les années 2000 que ça bavarde beaucoup dans le monde du foot en termes d'argent. Donc, depuis que l'argent est vraiment entré dans le foot, les gens ne font plus le travail à la base. C'est pour ça que moi, j'encourage ceux qui aujourd'hui continuent d'avoir les académies. Il faut dire, hein, tous ceux qui jouent aujourd'hui à l'équipe nationale ou alors qui jouaient hier, c'est des gars qui ont fait la Kaji Sport Academy. Bien évidemment. Ou alors, pour la plupart, l'école de football des brasseries. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des cadres quand même pour encadrer la jeunesse et lui donner des chances. Vous allez remarquer que ceux qui sont là aujourd'hui, les Hondois, les Dongu, les Onana, les machins, c'est les gars de la Fondé Sport. Bien évidemment. Donc, moi, je crois que si les gens veulent qu'on ait une bonne équipe dans la durée, il faut investir dans le football des jeunes pour donner la chance aux jeunes pour qu'ils soient bien encadrés avec des infrastructures de qualité. Parce qu'il faut dire, l'école de football des brasseries, c'est des gars qui jouent sur un terrain correct. Bien, oui. La Kaji Sport, ils ont des aires de jeu qui sont bien, ce qui n'est donc pas le cas de tous ces autres centres de formation. Et c'est en cela que la mise en place d'une ligue spécialisée de football des jeunes pouvait être une solution. Malheureusement, elle aussi, elle est en train de s'analyser dans les problèmes de la fédération. Bien évidemment. Puis c'est le positionnement des pions, il faut dire que... Donc, et puis les élections qui ont aussi été annulées là-bas, ainsi de suite et tout. Or, moi, je crois vraiment qu'il faut penser à mettre en place des stratégies de développement du football des jeunes pour espérer avoir des résultats dans la durée. On revient de la Coupe des Confédérations. Vous avez vu l'équipe qui a gagné cette Coupe des Confédérations. C'est l'équipe d'Allemagne. On dit d'elle que c'est l'équipe des juniors. L'équipe des juniors, bien évidemment. Donc c'est des gars, s'ils commencent à marcher sur le monde étant juniors, c'est-à-dire qu'ils marchent sur les seniors camerounais, ainsi de suite, étant juniors, vous imaginez ce que ces gars vont faire dans quand ils sont en maturité véritable. Ça veut dire que l'Allemagne, qui est champion du monde, prépare déjà d'être championne dans 2 ans et prépare d'être championne dans, si ce n'est dans 2 ans, au moins dans 6 ans, et elle sera encore championne. Et vous allez donc remarquer que quand vous faites la Coupe du Monde, vous allez voir que c'est les mêmes, à peu près les mêmes équipes qui tournent autour des demi-finales. Pourquoi? Parce que les gens travaillent en profondeur pour renouveler les effectifs. Et quand vous avez une bonne génération qui est là, il faut commencer à injecter tout doucement les jeunes pour qu'ils prennent le rythme, qu'ils prennent l'état d'esprit pour inculquer le moment venu à ceux qui vont venir aussi après. Et du coup, il n'y a pas de rupture. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où on parle beaucoup de trop d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le foot et c'est vraiment dommage. Donc moi, je fais le plaidoyer pour qu'on encadre mieux les centres de formation, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne des aires de jeu qui sont adéquates pour mieux encadrer la jeunesse et qu'on leur donne surtout les compétitions pour évaluer leurs enfants et leur donner la possibilité de se frotter à des enfants de leur âge qui font autre chose ailleurs. Pourquoi, dans des négligences, dans la préparation des compétitions au Cameroun, on se rend compte que ceux qui sont chargés de mener à bien ces différentes formations, peu importe la discipline, sont parfois tentés par des sous, d'énormes sous que d'aucuns injectent dans cette atmosphère pour la préparation des différentes équipes, aller défendre les couleurs nationales. Pourquoi donc vous balayez du revers de la main tout ce qui a été construit par des techniciens? C'est une question qui nous interpelle également ce soir. Il nous reste à peine quelques minutes. Et nos téléspectateurs qui nous regardent peuvent également apporter leur contribution pour trouver quelques brins de réponse à cet élément qui s'affiche donc au bas de votre petit écran. Franck, je reviens à toi puisque vous êtes ceux-là même qui forment au quotidien. Vous êtes au contact de ces jeunes-là qui veulent émerger et qui ont pour ambition de faire carrière dans le football. Alors aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez au quotidien à ces garçons pour qu'ils ne tombent pas? C'est que c'est difficile de ce côté-là quand on n'a pas de moyens. Vous l'avez tantôt dit tout à l'heure que tous ceux qui rêvent faire carrière dans le football, ce sont des démunis pour la quasi-totalité, la grande majorité. Alors quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes garçons pour qu'ils ne tombent pas? La discipline et la patience. Je pense que c'est le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, parce que quand on commence déjà aujourd'hui et demain, tu vas être riche comme Samuel Eto'o, tu vas être riche comme Jérémy Djita, c'est là où on a échoué. Première des choses, il faut accepter d'abord que tu as un colline que tu dois remonter pour arriver au sommet. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que après tout, pour commencer toute une chose, tu dois avoir un projet. Je dis toujours à mes joueurs, il faut avoir des projets. D'ici 3 ans, mon nom doit être réellement dans le Cameroun ou dans l'Afrique.
que je suis un vrai footballeur. Ne dis pas qu'aujourd'hui je vais jouer au Real de Madrid, je vais jouer au Barcelone. Non. Dis d'abord, je vais jouer, je dois être titulaire dans F1. C'est d'abord la première chose que on oublie. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent vers moi qui n'arrivent même pas à être titulaires dans F1 ou dans d'autres clubs, mais ils viennent te dire je veux voyager, je vais jouer à l'extérieur. Mais je pose cette question, tu dois d'abord jouer. Avant d'aller jouer à l'extérieur. Dans ton équipe, tu dois d'abord être fort dans ton pays avant de rêver. Et le voyage, c'est quelque chose qui vient seul. Ça vient seul parce que le football, comme on dit, le talent ne se cache pas. Le talent ne se cache pas. On ne doit pas forcer les choses. Les parents ne doivent pas déranger les managers, les entraîneurs, appeler au téléphone que je veux que mon fils voyage d'ici 2 semaines, je veux ceci, cela. On est en train de gâter le football africain. On a appelé foot business désormais. C'est ça. Maintenant, ce que moi je peux dire à mes jeunes frères et les parents, c'est que les parents doivent les encourager à travailler ici d'abord. Ils doivent les encourager de jouer. Les parents n'encouragent pas les enfants. Pourquoi? Parce que un parent qui veut que l'enfant voyage alors qu'il n'a jamais vu cet enfant jouer, qu'est-ce que tu entends de cet enfant? Il faut venir regarder les enfants jouer. Venez, il faut venir au stade. Il faut que les parents viennent au stade regarder. Est-ce que mon enfant, est-ce qu'il peut jouer au ballon? Est-ce que réellement il sort chaque matin comme ça? Qu'est-ce qu'il apprend là-bas à F1? Qu'est-ce qu'il apprend dans soit PGS Academy, dans d'autres académies? Donc moi j'encourage les parents de donner vraiment la confiance aux jeunes et de les encourager de travailler. Parce que parfois les enfants ne viennent pas à l'entraînement parce que les parents ont dit aujourd'hui on va aller faire ceci parce qu'on n'a pas ceci à la maison, laisse-moi le foot là et ça nous donne quoi? Depuis que tu t'entraînes là-bas, tu as gagné quoi? Mais c'est ça qui nous tue ici au Cameroun. Donc la patience, la tolérance et la discipline, je pense que c'est la solution pour notre football au Cameroun. Bien évidemment, voilà des mots, les maîtres mots pour la réussite, ce qui concerne le football. Nous revenons donc avec le sujet du jour. Pourquoi tant de négligence dans la préparation des compétitions au Cameroun? On se rend compte que les équipes nationales camerounaises se réveillent à moins quelques jours seulement de ces grandes échéances-là pour aller peut-être buter sur le mur de ce côté-là. Alors, une fois de plus, je vais me retourner vers Pinon Omba qui va nous aider à réfléchir une fois de plus parce que là, il a essayé de porter quelques éléments de réponse lors de sa prise de parole en ce qui concerne ce sujet. Je reviens donc à vous une fois de plus. Alors aujourd'hui, on se rend compte que certains individus se mettent véritablement en idée de se faire beaucoup d'argent pendant ces moments de préparation, raison pour laquelle on essaie de limiter ces moments-là dans le temps, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui doit réellement se faire ou alors nous le faisons parce que il n'y a personne pour nous cogner sur les doigts? Bon, bah, en fait, on est dans un environnement assez complexe. Je vous dis que c'est quelque chose, c'est une mentalité qui s'est enracinée dans notre pays et bon, je ne sais pas, c'est très compliqué. Est-ce que vous savez que pour préparer, par exemple, la Coupe du Monde de 1990, les Lions ont fait un stage bloqué de 1 mois entier en Yougoslavie? Si, ils l'ont fait. Parce que les gens savaient ce qu'ils recherchaient, les gens savaient où ils veulent partir. Mais maintenant, on dit que les Lions se regroupent 2 semaines avant. Ils vont vous dire que c'est le règlement de la FIFA qui le dit ainsi. Soit, si c'est ce que le règlement dit. Mais même pendant ces 2 semaines, vous allez voir que les gens arrivent avec 3 jours de retard, ainsi de suite. Tout ça fait qu'on arrive, on n'est pas vraiment prêt. Comment je peux dire ça? Le processus de préparation des compétitions doit s'analyser à plusieurs niveaux. D'abord au niveau technique et puis également au niveau administratif. En réalité, vous allez observer, et on l'a vu ici au Cameroun, que les Lions soient en train de voyager et qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas de visa. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu ce cas, des gens qui devaient aller jouer un tournoi en France, là, un match amical contre la France. Bien évidemment, oui. Chez les Espoirs, oui. Qui sont restés coulés au sol parce qu'ils n'avaient pas les visas. Donc ça, c'est, comment je peux dire ça? C'est un échec sur le plan administratif de ces gens-là qui ne préparent pas les rencontres.
Bon, maintenant, on va aussi se demander, est-ce que les techniciens avaient donné les listes à temps pour comprendre les dispositions administratives? Est-ce que le regroupement s'était produit dans des conditions normales? Pourquoi ça coince? Pourquoi ça coince donc à ce niveau-là? C'est pour ça que je vous dis que c'est un état d'esprit. Donc on va toucher les techniciens, on va revenir sur les administratifs, et puis non, ce qui va se passer à la fin, c'est que nous sommes comme ça. Personne n'anticipe sur rien, personne ne veut rien faire de manière scientifique, disons ça comme ça. Normalement, là où les gens, le staff par exemple d'une équipe nationale, c'est beaucoup de gens. Quand on dit que vous êtes à la coordination des équipes nationales, mais écoutez, ce n'est pas des gens qui se partagent 1 million ou 2 millions, non. La coordination de l'équipe nationale, c'est des gens qui sont sur le terrain pour prospecter les hôtels, pour prospecter, avoir des possibilités. Donc, si nous avons une équipe de temps de joueurs, ils vont loger à tel endroit pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il faut que les administratifs habitent à tel endroit qui n'est pas aussi très loin de là. Ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui se calculent. Donc, ce n'est pas des histoires où vous arrivez dans un hôtel, les gens mangent à la place des joueurs et puis ils sont en difficulté. Ainsi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on anticipe. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit à l'avance. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi les gens le font, mais toujours est-il qu'ils le font. Je crois que c'est, comment je peux dire ça, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est quelque chose de culturel. Nous sommes dans un environnement où les gens n'aiment pas prévoir. Les gens ne savent pas prévoir. Et cela se manifeste le plus dans l'élite. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de diriger, c'est eux qui refusent de prévoir. C'est-à-dire que vous allez dans les fédérations, là, ils sont surpris par tous les événements. Parfois, ils sont surpris qu'il y ait une compétition, ainsi de suite. Ils sont surpris, mais on se demande comment. Or, dans un environnement normal, en début d'année, chacun doit avoir la programmation pour toute l'année dans sa confédération internationale pour qu'il n'y ait pas de surprise. Vous allez entendre qu'au ministère de telle compétition, on n'a pas budgétisé ça. Comment vous avez fait pour ne pas budgétiser? Je suppose que c'est parce que la fédération n'a pas transmis le programme de compétition. La fédération a fait comment pour ne pas transmettre? C'est simplement qu'elle ne s'est pas référée à qui de droit. Donc les gens doivent avoir des mécanismes qui soient des automatismes. En fin d'année, je recours à ma fédération, mais pour lui demander les compétitions de l'année prochaine avec les dates. Nous avons les dates, nous faisons une lettre soit transmise au ministère pour que celui-ci aussi programme les budgets. Et du coup, on n'a pas tous ces problèmes de programmation là et on a moins de légèreté dans la préparation des compétitions. Donc, c'est une situation qu'il faut décrier, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va aller inventer les Camerounais qui vont comprendre que tout ça, ça se conçoit. Vous savez que dans mon village, par exemple, les gens savent quand il pleut. C'est-à-dire qu'ils cultivent, ils savent qu'on va cultiver quand il pleuvra. Donc ils défrisent leur champ en sachant qu'il va pleuvoir à tel moment pour qu'ils soient prêts à cultiver. Et ils savent que si la pluie commence, ils n'ont pas encore défriché, ils n'auront pas moyen de planter puisqu'il faut brûler, ainsi de suite. Bon, si au village, les gens qui fonctionnent de manière mécanique et ils peuvent avoir des réflexes comme cela, pourquoi est-ce que ceux qui sont allés à l'école, ceux qui prétendent avoir les gros diplômes et tout, comment on fait pour ne pas pouvoir organiser, pouvoir projeter? C'est ça les questions qu'on va se poser. On va donc se dire qu'on est noyé dans l'argent, on aime l'argent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais gagner dans l'affaire. Si une affaire qui n'est pas intéressante, mais quelle que soit son importance, moi, je m'en fous. Je crois que c'est comme ça que ces gens-là... Même s'il va de l'intérêt du pays. Hein. Je crois que c'est comme ça que ces gens-là réfléchissent, mais je crois que c'est aussi parce qu'il n'y a pas les gens qui les recadrent. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés recadrer aussi tombent dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire que comme j'ai eu 10 millions, je te donne 5 millions, toi qui dois attirer mon attention sur ce que je dois faire, tu oublies de le faire par laxisme. Donc ça devient un cercle vicieux où c'est l'image du pays qui est toujours traînée dans la boue comme ça. Les enfants qui sont partis à la francophonie, là, ils ne peuvent pas vous dire comment ils se sont préparés. Ils ne peuvent pas vous dire. On dit souvent chez nous que, comment on appelle ça, le COSI, on appelle ça le rapalmisme. Le rapalmisme ne raconte pas les choses de la nuit. Ces gars ne peuvent pas vous dire ce qu'ils vivent pour aller dans ces compétitions. On a eu Ali Annabelle, la lutteuse. Elle a braillé partout, hein, de son retour. Avec ce qui s'est passé. C'est des gens, vous avez un espoir de médaille, mais on s'en fout. Puisque ça ne rapporte rien. Elle va gagner la médaille. Et puis quoi? Or, il y a des gens qui doivent payer, travailler pour qu'on ait les médailles d'or. En sachant que c'est quand on aura les médailles d'or qu'ils vont même s'en sortir. Ce qu'ils recherchent là, ils l'auront même mieux si ça se passe mieux. Donc maintenant, comment est-ce qu'ils réfléchissent même tous ces gens-là? Personne ne peut comprendre. Donc moi, je crois que les athlètes camerounais doivent avoir un mental d'acier. Je suis tout à fait d'avis avec le coach qui disait tout à l'heure que quand vous avez un enfant qui veut voyager, il faut d'abord lui demander s'il a réussi à s'imposer aux interquartiers. Si vous arrivez au quartier, un enfant assis au banc de touche, il ne peut pas se plaindre de ce qu'on le déteste, c'est qu'il ne sait pas jouer.
Je dis au quartier, tout le monde sait qui sait jouer. Là-bas, on va lier celui qui sait jouer. Si votre fils va dans l'équipe du quartier, chaque jour, il ne joue pas. Ne va pas blâmer le capitaine ou le président. C'est lui-même, il sait ce qui fait qu'il ne joue pas. Parce que chaque président a besoin du bon joueur. Moi, j'ai des enfants comme ça dans les clubs que je conseille, qui me disent non, non, je veux partir d'ici. J'ai dit, tu pars de là, tu vas aller jouer. Tu iras jouer nulle part, tu dois t'imposer là-bas. Parce que dans le monde professionnel, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que pour des détails, on code dit, toi là, tu ne joues plus ici. J'ai dit, pour jouer, il faut le convaincre lui, convaincre le président, convaincre les supporters pour revenir jouer. Alors, si tu ne peux pas rester concentré, c'est ça qu'on appelle aussi la planification. Un jeune doit pouvoir planifier sa carrière. Il faut qu'à tel âge, j'ai pu atteindre tel niveau. Qu'est-ce que je dois me donner comme moyen? C'est la même chose. C'est quand vous êtes jeune comme ça qu'on doit vous enseigner ça pour que le moment venu, quand vous serez vieux comme nous là, que le pays ne retombe pas dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc moi je crois qu'il faut prévoir, il faut enseigner la culture de la prévision aux gens pour que le pays ne soit plus surpris par un événement ou une compétition ou une autre. Alors, monsieur le capitaine, je reviens à vous tout à l'heure. Il faut dire que il y a une belle ambiance au sein de Franc Football Academy. De ce côté-là, vous l'avez d'ailleurs décrié lors de votre prise de parole tout à l'heure. Comment est-ce que vous gérez le quotidien avec vos camarades en club? First of all, as you know, in life, nothing comes easy. You see, so everything you do in life, first of all, put everything in God's hand, because you can't do anything without God. So we get up every morning, going for training. Just like I said, we put everything in God's hand. When we reach there, you know, the first thing, and the first, in fact, where I put the point in Ephraim is that the rate of it coming. You know, in this life, you need to program yourself, because everything you program in your life will go very, very, very nice and very good. So what I can say in Ephraim is that the players of Ephraim Football Academy, first of all, they are very clean. It's a football academy. We go there to develop our talent. And you know, Ephraim Football Academy, we go there to, in fact, like, you know, roll the ball. You know, in Cameroon, if you go to fields to see how people are playing, you see every time ball is up, ball is up, ball is up. But in Ephraim Football Academy, they learn you how to put down ball. You see down ball in Ephraim Football Academy. You go there to learn down ball. You know, 3 points. We are looking for, everybody's looking for 3 points right in life, but I think we're not forcing 3 points. And you know, by playing, the 3 points will come. We saw the Confederations Cup. We saw Germany, how they won the cup. You saw the style of playing. They were not, you know, you really enjoy the football they were playing. Nobody can tell me you didn't enjoy the playing style of Germany. So Ephraim Football Academy is a very good school. I invite everybody to come and see. To come and really see life, because talking like this, maybe people think we're just trying to put Ephraim Football Academy forward. But I will try to invite everybody to come to Ephraim Football Academy. It's somewhere to be. It's a place to be. You know, it's a family. First of all, it's a family. Yeah, when it comes to Ephraim Football Academy, you can't even know who is from where, because you know you can find Anglophones there, you find Francophones there, from the northwest and the southwest. But you know, every morning as we get up every morning to come to the field, we are very happy because we come and meet our friends and we are just living there as a family in such a way that even to separate ourselves after training is very difficult for us. So I can just say Ephraim Football Academy is a very good team. It's a very good school to come and learn football. Alors coach, moi je reviens à vous. Hein. On sait que vous rassemblez les jeunes de plusieurs régions du Cameroun qui constituent donc votre formation. Alors quelles sont les conditions, les modalités de recrutement au sein de France Football Academy, Franc Football Academy? Première des choses, nous on recrute les joueurs dans les tournois, parfois quand je pars regarder les interquartiers, les championnats de vacances, oui. Je vois des petits talents, je les invite, viens un peu regarder Ephraim, peut-être ça peut te plaire. Si tu viens et tu vois que ici on peut développer ton talent, et tu vas rester, il y a beaucoup qui viennent chaque matin pour venir faire les essais, on les donne la chance. Mais ce qui est important avec nous, c'est que pour avoir le talent, c'est quoi? D'abord, il faut accepter un enfant s'exprimer. Parce que quand un enfant est jeune et tu commences à lui mettre la pression, c'est difficile pour voir le talent qu'il y a en lui. Donc c'est d'abord ça le problème qu'on a ici au Cameroun. Mais quand on parle de l'académie, ça veut dire on veut voir ce que l'enfant a sur lui et ce qu'il faut travailler sur cet enfant.
pour qu'il soit très très fort. Donc je pense qu'on a joué des matchs amicaux à Yaoundé, Bertois, Macaque et Bolova. Je fais voyager F1 Academy dans les différentes régions pour jouer des matchs amicaux parce que les enfants doivent réellement jouer dans des zones un peu difficiles ou peut-être des zones différentes pour avoir un peu d'expérience. Même hors du pays, ils ont allé jouer un tournoi aux Émirats qui était vraiment une grande expérience pour les jeunes. Donc pour moi, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes, il faut vraiment les encadrer à une manière comme ce sont mes enfants, c'est mes enfants, mes jeunes frères. Donc je dois vraiment les encadrer comme mes propres enfants à la maison. Donc je dois, les parents qui viennent me donner les enfants, je les fais comprendre que tant que ton enfant est à F1, je ne te dérange pas parce que ici, même si l'enfant est têtu, comment ici on va changer cet enfant, on va faire à cet enfant de soi ce qu'on veut qu'il soit. Oui, parce que si tu viens ici pour jouer au football, c'est l'académie. Et l'académie, c'est quoi? C'est pour venir étudier. Donc nous, on étudie, on est en train d'étudier pour être les grands footballeurs dans l'avenir. Donc je viens de voir aussi d'autres académies ici au Cameroun qui essayent aussi de faire à peu près ce qu'on est en train de faire. Et nous aussi, on essaye d'imiter les grandes académies comme les Kaji Sport, les Djarakwan. Il y a les écoles de brasserie. Les écoles de brasserie. Donc on essaye de copier un peu ce qu'ils ont. Et maintenant, nous, on est en train de mettre aussi le niveau professionnel dans notre académie parce que je suis un entraîneur hors du Cameroun et je fais pratiquer les enfants le football qu'on a ici en Afrique et j'ajoute aussi le football de Sud-Américain. Donc ça veut dire quoi? En F1, tu vas voir le football rapide, costaud. Et on doit essayer de changer aussi le système de football du Cameroun. On ne doit pas seulement rester sur un style de jeu, on doit modifier les choses pour donner aussi les enfants. Parce que quand tu regardes, avant à l'équipe nationale du Cameroun, si tu n'avais pas de grand gabarit, tu ne peux pas jouer à l'équipe nationale. Mais par rapport, il y a des enfants qui ont, tu vois, les joueurs comme des Messi, ils ont des petits gabarits, mais ils font fort dans le monde entier. Donc j'essaie aussi de donner la chance aux jeunes, à toute catégorie, à toute gabarit. Il suffit d'avoir juste un petit talent et nous on va travailler. Alors on voit déjà les équipements que vous donnez à ces enfants-là une fois intégrés au sein de l'académie F1. Alors, qui est-ce qui vous soutient dans cette langue? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Merci beaucoup pour cette question. En réalité, je vais te dire que c'est très très difficile parce que F1 n'a pas de sponsor, on n'a pas de soutien. Si quelqu'un vient te dire qu'il a versé comme ça dans les caisses de F1 pour les soutenir, vraiment c'est faux. S'il y a quelqu'un qui peut réclamer les choses comme ça, il faut qu'il le dise, mais c'est faux. Mais F1 se battent avec mes propres moyens. Je n'ai pas, mais je me bats. Je suis entraîneur à l'extérieur, j'ai mon petit salaire, j'ai joué aussi un peu au Cameroun et hors du Cameroun, j'ai gagné un peu et c'est ça que j'ai investi dans cette académie pour l'avenir, pas pour le présent, parce que si je parlais du présent, ça veut dire que j'ai échoué. C'est difficile pour que je dise que je veux gagner tout de suite, mais je suis en train de regarder l'avenir et c'est pour ça que je prends tout cet risque avec beaucoup de confiance. Je n'ai pas peur d'investir dans cette académie, d'entrer, comme vous voyez, avec les tenues, aller payer les tenues un peu chères pour donner à ces enfants, parce que je sais que c'est d'abord, c'est ça qui encourage les enfants. Quand ils voient les tenues, ils voient que non, ici c'est propre. Tous les enfants veulent jouer là où c'est propre, tous les enfants veulent jouer là où, quand tu t'habilles, tu sens un peu beau, là tu as la plaisir de jouer au ballon. Je pense que c'est comme ça que nous on se bat. Alors Pinon, voilà un jeune qui se lance bec et ongle dans la formation des jeunes footballeurs, de ces jeunes compatriotes. Alors aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez lui donner en tant qu'aîné, certainement? Bon, ben, là, moi je crois que ce qui est la chose la plus déterminante, c'est l'envie de partager avec les autres. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, il sait
que la formation rapporte. Il le sait, mais vous ne pouvez pas mettre ce que vous allez gagner en avant. Ce qu'il faut faire, c'est former, bien former, pour que demain, ça donne. Vous ne pouvez pas savoir ce que la Cali Sport Academy gagne sur Samuel Eto'o. Personne ne peut savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que les brasseries gagnent sur Jack Clinton quand il fait ses mouvements dans le monde entier. Là. Donc pendant que nous sommes en train de dire qu'un tel est enfant de carrière et tout, les présidents de ces centres de formation, et ils prient pour le petit que non, il faut qu'il signe encore. Vous ne savez pas ce que la KSA toujours gagne pour Kameni qui est en train de repartir, ainsi de suite. Donc pour dire que c'est des choses qui donnent, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles... donc c'est un investissement à très très long terme. Oui, donc moi je crois que c'est des domaines dans lesquels il faut investir. D'ailleurs, moi j'ai voulu m'essayer à ça. C'est juste que sur le plan... Parce que c'est peut-être parce que c'était moi, les gens ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues là sur le plan administratif. J'ai d'abord décidé de suivre. Vous savez que dans le cadre des activités de vacances, j'ai une très bonne équipe chez moi en Colmeté. Qui gagne tout ce qu'elle joue là-bas. Donc je voulais transformer ça en petit truc, un centre de formation. Je voulais créer un centre de formation avec une petite équipe qui apporte la visibilité en D3 ou en D machin. Ben, les gens ont commencé, c'est encore lui, machin, il veut faire quoi, tout et tout. Bon, comme je n'ai pas le temps à consacrer à ça maintenant, j'ai dit que je vais arrêter un peu et puis au moment venu, je vais me réengager là-dedans. Honnêtement, quand vous le faites, généralement, il faut le faire par passion. Quand vous le faites par passion, vous n'êtes pas gêné. Et puis vous partagez. C'est-à-dire, il a dit tout à l'heure, quand moi j'ai mon équipe au village, tous les jeunes du village veulent jouer dans mon équipe. Donc mon équipe n'est pas une équipe du genre vous venez jouer, non. J'ai dit les sélections c'est tel jour. Et vous voyez tous les gars qui disent qu'ils sont les grands joueurs au village là, ils viennent à ma sélection, mais je ne m'amuse pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que mon équipe s'habille bien. Que le jour du match, quand on se sépare, je donne les moyens de transport pour que tout le monde rentre chez lui dans de bonnes conditions, ainsi de suite. Donc c'est des petites choses et c'est pour ça que le sport ça coûte quelque chose. Quand vous allez dans le sport, il faut être prêt à donner tout ce que vous avez pour ces petits-enfants. Donc moi j'apprécie. Vous voyez ça, regardez comment les enfants sont habillés. Comme il l'a dit, ils sont d'abord fiers d'être là. Parce que quand ils arrivent devant les autres sont même intimidés quand on les voit arriver. Donc moi je ne peux que l'encourager dans cette voie qu'il a choisie, en lui disant que c'est un investissement qui ne va pas avoir de rendement tout de suite. Mais c'est un investissement qui peut être très rentable demain. Dès que vous avez un Samuel Eto'o, n'allons même pas jusqu'à Samuel Eto'o, vous avez un Mukanjo, donc les joueurs moyens dans votre équipe là, un seul qui émerge, vous n'allez pas oublier ce que vous avez fait. Donc moi je vous encourage à persévérer dans cela. Peut-être que demain ou après-demain, on va prendre les contacts, on va voir comment on peut donner un coup de main. Je peux t'inviter pour voir le spectacle de demain. Voilà, il y en a d'autres qui m'appellent comme ça. Et puis on appuie, on peut dans le cadre de la fin d'un tournoi, donner les cahiers aux enfants qui vont rentrer, ainsi de suite. Donc moi je crois que c'est des enfants, des gens qu'il faut encourager parce que c'est eux qui comprennent. Quand demain on va prendre cet enfant pour le mettre à l'équipe, personne ne va penser à lui. Mais l'enfant lui ne pourra jamais oublier que c'est lui qui l'a formé. Donc c'est un peu ça. Alors, vous aviez la parole il y a quelques instants, hein, puis non, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous allez donc dire un mot de fin afin de sortir définitivement de ce programme ce soir. Non, bien sûr, je crois que les deux thématiques se rejoignent, celle de l'organisation de la CAN, le Cameroun sera-t-il prêt, et celle de l'impréparation ou de la négligence dans la préparation. Tout ça se résume en une chose, nous devons prévoir. Quand vous prévoyez, quand j'entrais à l'université en première année, on avait un enseignant qui s'appelait professeur Kangé Wane, je crois qu'il est toujours là. Et il nous a dit quelque chose, j'ai jamais oublié ça, ça fait 20 ans qu'il a dit ça. Il nous a dit, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. C'est-à-dire que quand vous engagez en mer, quand vous entendez que ça a chaviré, c'est que les gens ne savaient pas où ils vont. Quand vous savez où ils vont, vous savez que le vent vient comme ça. C'est comme ça que moi je dois me positionner pour que je ne sois ainsi. Donc il dit, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Donc chaque fois que vous mettez un pas, demandez-vous toujours, je vais où? Si vous savez exactement où vous allez éviter tous les écueils. Et c'est ça le problème général qu'on doit poser au Cameroun aujourd'hui. On se plaint de la Coupe d'Afrique des Nations qui est encore dans les doutes. C'est parce qu'on ne veut pas prévoir. On se plaint des compétitions, des équipes qui arrivent en retard, il y a les avions qui arrivent en retard à l'hôtel, qui ne mangent pas au restaurant, ainsi de suite, parce que les gens ne prévoient pas suffisamment. Donc, il faut d'abord se fixer des caps, savoir comment on se déplace pour arriver à l'objectif. À ce moment-là, il n'y aura pas de vent contraire pour vous. Franck, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Certainement un dernier mot avant de passer la parole au King Captain. Merci beaucoup. Je pense que ce que je peux dire aux Camerounais, c'est que nous tous, on attend la CAN, on attend ce que le gouvernement va faire, la fédération, le président de la République, on attend
dans ce qu'ils m'ont fait avec cette délai qu'on a déjà, on a quelques mois pour la compétition. Et comme je disais tantôt, j'ai confiance quand le président tape déjà le table qu'on doit le faire, je sais que ça va se faire. Donc j'ai confiance au Camerounais et je sais que ça va réaliser. Alors, monsieur le capitaine, un dernier mot avant de nous séparer. What I can say before we separate is that, you know, I won't stop saying that in life, everything you do, first put God before everything you do in life. So what I can say is that, in your daily activities, program yourself. You see, you need to program your life in order to succeed tomorrow. You need to program your life. You're not just supposed to move as if you get up in the morning, just move, unless you don't have anything in mind. So what I can say in success is that nothing good comes easy. So in life, when you want to obtain something, take it gradually and God will do the rest. So that is how I end. Merci, thank you very much. Il faut donc dire que nous sommes arrivés. Merci à Pinon Ngba qui a accepté de venir partager ces moments avec nous sur ce plateau. Franklin Ngalim qui était également là, sans oublier le capitaine meneur de troupes de la France Academy qui était également dans ce studio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est d'ailleurs sur cette note que nous refermons cette autre production de l'émission. Nous parlons également de cette grande compétition avec le concours de la régie qui nous fait des grands signes là à travers les. On a vu cette compétition qui va se dérouler également le 12 août prochain. Il faut dire que c'est une compétition qui va regrouper 3 disciplines dans le sport de combat. Nous aurons de ce côté-là le sambo, nous aurons également de la lutte et bien d'autres disciplines qui vont donc se résumer tout simplement à une prise de soumission. Donc il faut neutraliser son adversaire et sortir vainqueur de cette confrontation. Quant à moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite donc de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 24 qui s'enchaînent. Bye bye, on se retrouve mercredi prochain pour une autre production. Du menton, c'est gauche-droite. Ah là là, c'est magnifique, il est tombé.